Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo que je voulais vous faire depuis au moins, je pense, un an. Franchement. Mais c'est une vidéo qui demandait quand même un petit peu de préparation, de chercher des éléments et des chiffres exacts sur des sites officiels. Donc j'ai fait ce petit travail de mon côté et maintenant on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo, à savoir est-ce que j'aime moins lire, et ça va également aborder la surconsommation et la consommation de la littérature aujourd'hui. Déjà, pourquoi cette vidéo? Parce que je me suis rendu compte que depuis un certain temps, le contenu littéraire sur les réseaux sociaux ne m'intéresse plus. C'est-à-dire que BookTok, j'en ai fait moi pour plus m'amuser, c'est-à-dire que je ne présentais pas forcément des livres, mais je publiais des vidéos plus à but humoristique où moi je m'éclatais à les faire, vraiment je me tournais au ridicule, et ça a marché un petit peu, mais j'étais quasiment à poster plus d'une vidéo par jour, ce qui était un rythme absolument insoutenable étant donné que c'était pas quelque chose que je voulais tenir sur le long terme et qui, encore une fois, ne me rapporte rien. Donc au niveau du rythme entre filmer les vidéos, faire le montage, chercher des idées, c'était chronophage à souhait et ce n'était plus possible, et puis c'est plus ce que je souhaitais faire. Il faut savoir que TikTok, je l'ai désinstallé depuis très longtemps, ça fait au moins 2 ans que je ne l'utilise plus, je crois. Ensuite il y a également YouTube, c'est-à-dire que YouTube c'est vraiment la plateforme, je crois, qui m'a vraiment fait me questionner sur la consommation des livres, parce que Instagram, je vais suivre des gens vraiment qui m'intéressent, donc si jamais le contenu ne m'intéresse plus, là je vais plus être active de ce que je regarde, de ce que je veux voir, des personnes que je suis, etc. YouTube, ça va plus nous proposer des contenus qui fonctionnent, et également ce qu'on regarde effectivement, mais par exemple tout ce qui va être sortie littéraire, book haul, etc. Ça, c'est des vidéos qui, personnellement, encore une fois, dans cette vidéo, je vais surtout parler de mon point de vue et je ne tiens avec ces personne, vraiment. Chacun fait comme il veut, mais c'est une question qui est là pour but d'amener des questions et d'échanger, donc vraiment n'hésitez pas à le faire, mais toujours en prenant en compte que je ne vise personne, que je ne juge personne et que je ne tiens pas à vous dire ça c'est mal ce que tu fais, absolument pas, parce qu'il y a plein de choses, vous allez voir, où moi-même je vais me remettre en question, mais où tout simplement le contenu donc des book hauls, etc. ne m'intéresse plus, car je me rends compte qu'en fait, à part montrer la couverture et le côté très esthétique d'un livre, ça ne va pas plus loin. Après oui, vous allez me dire on a le résumé, etc. mais bref, je vous en reparlerai. En tout cas, ça m'a fait questionner par rapport à YouTube, où en fait, même moi, hein, bon bah voilà, je vous fais des vidéos, je me suis rendu compte que faire des avis lecture, ça ne marchait que très peu. Pourtant, pour moi, c'est des vidéos qui sont primordiales, c'est-à-dire que ce sont les vidéos où je vais vous parler en détail des livres que j'ai lus, ce qui est un petit peu la base de cette chaîne, quelque part. Quand on parle de livres, le plus important c'est de faire des avis sur les livres qu'on lit. Par contre, un book haul, ça va très bien marcher. Quand je vais vous faire également des vlogs, ça marche plus ou moins, parce que les gens aiment plus ou moins les vlogs, mais je sais en fonction de quoi je vais vous parler si la vidéo va fonctionner ou pas. Alors après, forcément, il y a des surprises, il y a des choses qui changent, etc. Mais dans un terme général, je sais que des avis lecture, ça marche très peu par rapport à des book hauls. Et c'est là aussi que ça me fait questionner de qu'est-ce que les gens finalement recherche dans la lecture. Et même moi, ce qui m'a fait questionner de est-ce que j'aime moins lire, c'est que depuis un an à peu près, les sorties littéraires ne m'intéressent plus, les livres neufs ne m'intéressent plus, et j'ai plus envie en fait de lire des livres neufs, des livres qui viennent juste de paraître. Et de toute façon je vais tout vous expliquer, parce que là je vous fais un petit tableau, je vous brosse un petit tableau d'ensemble. Mais pour cette question, j'ai pu répondre avec 4 catégories, enfin plein d'idées que j'ai classées dans 4 catégories bien distinctes. J'ai avec moi mes notes parce que, comme je vous dis, c'est une vidéo qu'il fallait que je prépare. Et nous allons commencer avec la première partie qui, pour moi, le livre est devenu un objet sacré et de collection. Pour commencer avec un petit peu cette idée de livre qui est devenu objet sacré et de collection finalement, on n'a qu'à voir tout simplement les bibliothèques derrière nous, qui représente finalement une grande collection, avec cette pile à lire qui n'en finit plus et qui augmente toujours. J'avais entendu, je crois que c'était Piketty Bookin, qui avait expliqué que pour elle les livres c'était comme un bon vin, c'est-à-dire que ça va se garder et on va pouvoir le savourer quand on veut. Je suis et d'accord et pas d'accord avec cette idée, mais en tout cas le livre est vraiment devenu un objet de collection, un objet de possession. Déjà, avant toute chose, on a quand même les parutions avec les rééditions et les rééditions des livres qui sont réédités de manière toujours plus belle, c'est-à-dire avec des dorures, avec des jaspages, en hardback, avec tout simplement un signet, avec des goodies. Et en fait c'est fait pour toujours ramener le lecteur à acheter
un livre, alors que vous preniez un livre broché, simple ou même en format poche, ou le livre avec tous les trucs en plus, à part le prix qui là va vous foutre une claque, il n'y a pas grand chose qui diffère en soi. Par exemple, pour vous prendre Alexiane de Lys, qui est une autrice que j'adore mais que je ne lis plus parce que ses genres littéraires, enfin son écriture ne correspond plus à mes genres littéraires, je vous en reparlerai également. J'ai pu, il y a très longtemps, acheter, je sais plus si c'était un cadeau ou acheter, enfin bref, c'était Les Ailes d'Émeraude. C'est un livre où en fait on a la trilogie des Ailes d'Émeraude dedans. Donc là vous voyez que le livre est collector, enfin collector. On a quand même bah voilà, le hardback avec un signet, on a quand même des dorures, mais là c'est argenté donc je sais pas comment est-ce qu'on dit, des argentures peut-être, je ne sais pas. Mais vous voyez qu'on a quand même un bel objet livre. Mais à côté de ça, c'est pas pour autant que j'ai acheté, parce que là, autant vous dire que lire ça, c'était assez dense, voire très dense. Mais à côté de ça, je n'ai pas acheté les 3 tomes des Ailes d'Émeraude, le tome 1, le tome 2 et le tome 3 séparément, pour pouvoir les lire de manière plus simple. Or, c'est ce que maintenant beaucoup font. Encore une fois, je ne pointe personne du doigt, mais je vois pas l'intérêt du coup d'acheter une version collector, hormis de dire regarde j'ai la super belle édition, regarde machin, et du coup d'en faire un objet d'exposition de sa possession. Mais si je reprends un autre exemple de cette même autrice, nous avons Alexiane de Lys, où j'ai lu Le Secret de Lomé, je l'ai eu gratuitement, c'est un livre offert. Et donc j'avais adoré, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 en grand format. Et là vous allez me dire, ça fait pas beau dans la bibliothèque. Effectivement. Et pour le coup, je sais ce qui a fait que je n'ai pas acheté le tome 1 en grand format. C'est-à-dire que celui-ci, c'est celui qui m'a fait découvrir le fantasy et l'imaginaire et qui m'a fait me lancer sur les réseaux, etc. Donc en fait j'ai une attache particulière par rapport à ce livre, qui fait que je ne l'achète pas en grand format. Alors que j'ai acheté la saga en grand format. J'aurais pu l'acheter le tome 1 pour que ça fasse joli dans la bibliothèque et que ça matche plus avec les 2 autres. Mais j'ai une attache trop forte avec ce livre pour m'en séparer. Et je trouve que c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus d'attache avec nos livres. Et ça, j'en reparlerai ça aussi dans une autre partie de cette vidéo, mais on est un petit peu dépossédé de nos lectures, je trouve. En tout cas, le fait que ce soit un objet qui devienne de plus en plus beau, pour moi, c'est une représentation et une mise en avant de nos possessions, parce qu'il faut rappeler quand même qu'on est dans une société où il faut toujours plus acheter, toujours avoir du neuf, et toujours montrer sur les réseaux ce qu'on a. J'essaye d'aller un petit peu dans l'exagération, mais pour que vous compreniez un petit peu mon idée et ce que je veux aborder finalement. Mais surtout, il y a une image des réseaux sociaux, c'est-à-dire que, bon bah voilà, hein, moi la première, regardez, je me mets devant ma bibliothèque pour vous faire cette vidéo. Combien de gens sur Booktube filment devant leur bibliothèque? Je crois que 90% filment devant leur bibliothèque parce que ça attire l'œil, parce qu'on se dit waouh, elle a une bibliothèque énorme. Alors moi c'est pas mon cas parce que vous avez juste ma pile à lire et vous avez ma bibliothèque juste à côté, je vous la montrerai, mais elle est pas hyper fournie. Pourquoi? Parce que je revends déjà énormément de mes livres et il n'y a pas tous mes livres, il y en a qui sont en bas. J'ai choisi aussi de ne plus filmer devant un mur de bibliothèque parce que c'était un peu le rêve que j'avais, comme je pense tout le monde qui commence à être sur les réseaux et à vouloir des livres, et je comprends totalement, c'est magnifique, mais moi en fonction des meubles que j'avais, je ne voulais pas déjà racheter des nouveaux meubles parce que j'ai des bibliothèques qui me correspondent totalement et je ne voulais pas faire un mur de bibliothèque uniquement pour pouvoir filmer devant. C'est-à-dire que j'ai pu le faire au début quand j'ai aménagé dans cette maison. Maintenant que j'ai refait mon coin, c'est plus possible. Mais ça me convient mieux à moi, mais moins dans ce que je vais montrer. C'est-à-dire que je vais plus filmer devant des bibliothèques entières parce que tout ce qui va être témoignages, des essais, de la poésie, des classiques, c'est en bas. C'est-à-dire que c'est dans une autre bibliothèque. Alors que j'aurais pu tout rassembler pour faire une immense bibliothèque et vous filmer devant cette immense bibliothèque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est-à-dire que j'ai choisi de m'organiser pour moi. C'est-à-dire, je préfère m'organiser comme ça, séparer mes livres, etc. Et peut-être plus prendre mes marques un peu partout dans cette maison, plutôt que de me dire, non mais je veux tout rassembler pour filmer devant une immense bibliothèque, pour montrer. Alors, je conçois totalement qu'on a envie de mettre ses livres au même endroit. Moi, ça a été le cas dans mon ancienne maison. Du coup, la question me vient de, est-ce qu'on en vient à vouloir avoir un immense coin bibliothèque et un coin esthétique pour filmer ses vidéos ou pour montrer sur les réseaux, ou est-ce que eh ben on peut avoir un buffet bibliothèque ou une bibliothèque dans une salle à manger ou autre, où là c'est pas trop instagrammable, mais bah, ça nous correspond à nous en fait, et ça correspond finalement à la réalité de chacun, parce qu'on ne peut pas forcément avoir une pièce bibliothèque, on n'a pas forcément une pièce dans notre maison qui peut être dédiée à nos livres, et pour beaucoup, et du coup c'est vrai que cette question là se pose aussi de, le livre est finalement devenu un objet sacré, il faut qu'il ait sa pièce, son endroit, sa bibliothèque. Et ça me fait également penser au point où finalement, bah pareil, les bibliothèques c'est fait pour attirer l'œil. Là je parle des réseaux sociaux, vraiment sur la manière de consommer les livres. Là c'est vraiment ça le sujet de la vidéo, où on en vient jusqu'à trier nos livres d'une certaine manière à ce que ça rentre bien sur les réseaux. Et encore une fois, moi la première, regardez,
Mes livres sont triés par couleur. Sur mon autre étagère aussi, ils sont triés par couleur, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va avoir tout en haut trié par couleur, ensuite on va avoir tous les Twisted Tales, donc les réécritures de contes de Disney. Tout en bas, il y a mes BD, et c'est-à-dire que c'est trié par couleur, mais pas que, alors que ma pile à lire, c'est uniquement trié par couleur. Parce que c'est joli, c'est esthétique, mais finalement, on en vient où il y en a qui vont trier par auteur, il y en a qui vont trier au fur et à mesure qu'ils les lisent, ils les posent, mais on a vraiment aussi ce côté qui est arrivé esthétique, où il faut rendre nos bibliothèques esthétiques. Donc est-ce que ça change pas notre manière de consommer aussi, d'acheter un livre en se disant ah bah ouais mais là le dos du livre bah il va pas avec ça, il va pas avec le tome 2 ou le tome 3, donc je vais pas l'acheter, je vais essayer d'attendre, ou au risque de racheter toute la collection. Combien de fois j'ai entendu dans des vidéos, la saga a été, les droits d'auteur ont été rachetés par une autre maison d'édition, donc la saga va ressortir, moi j'ai les 3 premiers tomes, mais le tome 4 sort dans une autre maison d'édition, donc la couverture est totalement différente, donc je vais racheter la saga entière. Moi ça, pour le coup, c'est un truc que je comprends pas, c'est-à-dire que, à part le côté esthétique et le côté pécunier finalement, qu'est-ce qu'il y a à gagner? C'est-à-dire que le texte est le même, et pourtant on va rejeter quelque part ces livres qui nous ont embarqués, qui nous ont fait découvrir cette histoire une première fois, pour prendre des livres neufs qui pour le coup ne seront jamais lus parce qu'on connaît déjà l'histoire, mais parce qu'on veut juste qu'ils soient dans la bibliothèque. Là pour le coup c'est quelque chose que moi je ne comprends plus, parce qu'avant j'aurais été capable de le faire franchement, mais de me dire du coup finalement quand on se questionne vraiment pourquoi, et c'est uniquement parce que c'est joli dans la bibliothèque, parce que l'histoire on l'a déjà lue, et l'histoire on va pas la relire, alors pourquoi est-ce qu'on rachète le même livre? C'est une question aussi. Après encore une fois, libre à chacun de faire pareil, moi je veux juste amener des questionnements et qu'on discute, mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui me questionne. Et j'avais aussi le côté du livre sacré, pour terminer avec cette première partie. Le livre devient finalement sacré, c'est-à-dire que pour moi, on achète un livre neuf. Je vais vous prendre un exemple. Je prends celui-ci, un Twisted Tale, donc Au bout du rêve, publié aux éditions Hachette et Rose. Donc c'est la réécriture de Diana, de La princesse et la grenouille. Donc je l'ai acheté en version collector. Donc c'est-à-dire que j'ai déjà un jaspage, j'ai un signé, il est en hardback, mais en plus de ça, j'ai une jaquette avec un superbe livre, ça faut le dire, quand même en dessous. En fait, ils ressortent tout le début aussi de la collection, et il y en a qui rachètent les autres livres. J'ai je sais pas combien, je dois avoir une dizaine, j'ai tous les Twisted Tales, je dois avoir une dizaine de Twisted Tales qui n'est pas en format comme ça. Je vais pas racheter les 10 tomes comme ça, j'ai pas envie de dépenser plus de je sais pas combien de balles pour juste avoir les livres en hardback alors que je vais pas forcément les relire. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, là où je voulais en venir, cet objet sacré, c'est que vous voyez, le livre est intact en plus, je l'ai lu. Alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec les hardbacks, c'est qu'on peut les ouvrir complètement, sans que ça s'abîme. Chose qu'on ne peut pas faire forcément avec un livre broché. Par exemple, un livre broché, on va tout le temps être comme ça, à le tenir pour pas que le dos se casse, malheureusement. Parce qu'après, ça fait plus forcément joli dans la bibliothèque. Moi, la première, hein, j'aime pas casser les dos des livres. Mais là, ma question, c'est justement, un livre devient quelque part sacré maintenant, parce qu'il ne faut plus l'annoter, il ne faut plus le corner, il ne faut plus casser le dos du livre. En fait, il faut le laisser intact. Il faut le laisser neuf. Il ne faut pas que notre lecture laisse de traces dans ce livre. Et là, ça me questionne aussi de se dire, en fait, le livre, il faut qu'il soit intact, parce que si on l'abîme, le livre, c'est comme s'il n'avait plus aucune valeur quelque part. Il y en a beaucoup qui annotent leurs livres, mais là, je parle d'une manière générale. Quand on dit, moi, j'annote mes livres, moi, je compte mes pages, etc., c'est souvent, oh là 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 là, qu'est-ce que tu fais, malheureuse. Mais c'est vrai que, du coup, ça me questionne sur, finalement, est-ce que le livre n'est pas devenu un objet intouchable, où on se dit, il faut que ce soit impec. Dans la bibliothèque, il faut que toutes les éditions soit la dernière édition, enfin il faut que tout matche ensemble, il faut que ce soit bien trié, il faut que les livres soient neufs, comme si notre bibliothèque était un mini magasin ou une mini librairie, et que ça donne envie aux autres en fait de regarder et de venir voir ce qu'on a au travers des réseaux, de ce qu'on partage finalement. Et moi la première, un livre neuf, je vais pas oser l'abîmer, je vais pas oser le corner, je vais pas oser l'annoter, etc. Alors que les livres d'occasion, c'est pas que je vais avoir moins de scrupules, mais je vous en parlerai dans la dernière partie qui aborde justement cette thématique, les deux pieds dedans. Et tout ça nous amène à la deuxième partie que j'ai nommée réseau et propagande. Comment ne pas parler de consommation de livres sans vous parler de Booktube, de Bookstagram, de BookTok finalement, parce que c'est vraiment le pilier maintenant qui permet d'acheter des livres. Enfin, c'est vraiment là-dessus
que la plupart, hein, si on prend une population générale, vont se tourner vers ces plateformes pour aller ensuite acheter leurs livres, ou tout du moins pour en être conseillés, voire pour s'informer des nouvelles parutions. Encore une fois, on a ces réseaux avec tout simplement des vidéos qui marchent, des contenus qui marchent, comme les book hauls, les nouveaux livres. Il y a qu'à voir le nombre de sorties de livres par mois, c'est indécent. Enfin, quand je dis que c'est indécent, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on n'avait pas déjà cette même concurrence. Entre-temps, on a plein de maisons d'édition qui se sont créées. Je ne dis pas que c'est mal ou que c'est bien, juste je pense que tout s'enchaîne et que en fait chacun a sa place, mais les réseaux font que ça va tellement vite au point quasiment de s'en mêler les pinceaux, voire de trébucher. Mais c'est-à-dire que quand on voit le nombre de sorties par mois, on a quelque part cette pression de se dire oh, mais j'ai envie de lire ça, j'ai envie de lire ça, mais j'ai aussi envie de lire ça, et du coup de se dire mais j'aurai jamais le temps de tout lire en fait. Et c'est quelque part un problème de lecteur que tout le monde connaît, c'est que on ne peut pas lire tous les livres qui sortent. C'est pas possible, le nombre de livres qui sortent par mois, je sais pas combien de livres sortent par jour, mais c'est quasiment indécent pour un être humain, ce n'est pas possible. Après, encore une fois, vous allez me dire, il en faut pour tout le monde, mais il y a qu'à voir rien que dans les maisons d'édition de fantasy, de young adult, romance, romantasy et new romance. On a aussi ce côté un petit peu ce que j'appelle propagande et réseau, avec des sorties où les livres sont toujours plus beaux. C'est-à-dire plus de dorure, de jaspage. Regardez celui-ci, il a même des en-têtes de chapitres, on a des cartes, on rajoute même peut-être parfois une playlist, un livre collector. On a toujours un livre plus beau, plus machin, qui va faire qu'on va aller vers celui-ci plutôt qu'un autre. Parce que maintenant c'est ça, hein. Comment est-ce qu'on choisit un livre? Avant tout, par sa couverture. Combien de fois, pareil, j'ai entendu, et je ne juge personne, encore une fois, j'ai été la première à faire ça et je le fais toujours parfois, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est qu'on va voir un livre, on va dire, j'ai juste 2 phrases, peut-être sur la couverture, j'ai la couverture du livre, il m'en faut pas plus, je veux le lire. Alors que quelque part, du coup, je me dis, est-ce qu'on sait pas, finalement, on n'a pas baissé nos critères? Alors qu'avant on allait lire le résumé vraiment pour savoir de quoi il allait traiter et si le sujet allait nous plaire, et que maintenant nos critères ont quelque peu baissé en se disant de toute façon il y en a tellement, ce livre me plaît, et sans se poser plus de questions, c'est-à-dire la couverture me plaît, je le prends. Et là je me dis on en est quand même arrivé à un stade où avant on lisait le résumé, parfois on lisait même les 10 premières pages du livre pour savoir si la plume de l'auteur allait nous intéresser et nous parler à nous en tant que lecteurs, avant peut-être d'acheter ce livre. Alors que là, on se base sur une couverture et on se dit allez, j'y vais. Et là, ça me questionne aussi sur notre manière de consommer, de est-ce que finalement on n'a pas baissé nos critères pour certaines raisons, ou juste qu'on veut se laisser porter. Pour en revenir aux sorties, on a quelque part aussi toujours plus de sagas qui sortent, pour voir le nombre déjà de sorties de livres, mais également le nombre de sagas. Et quand je vois chaque année les vidéos, un point sur mes sagas en cours, etc., quand je vois qu'il y a 20, 30, 40 sagas en cours, mais moi c'est un truc qui m'angoisserait parce que déjà si j'ai pas lu le tome 2 dans la foulée du tome 1, bonne chance en fait au livre qui va arriver parce que déjà je vais avoir aucun souvenir quasiment, et je me dis il va peut-être passer à la trappe, et du coup je me dis concentre-toi sur les sagas que tu lis, et quelque part je me suis toujours cantonnée à avoir très peu de sagas en cours et j'y arrive très bien. Mais c'est vrai que du coup ça me questionne aussi de me dire mais il y a toujours plus de sagas de sortie. Pourquoi? Est-ce que c'est que les gens ont toujours plus soif de nouveautés, de nouvelles sagas? Est-ce que finalement on est quelque part aussi sur ce parallèle avec les séries où avant il n'y avait pas de séries, avant c'était des films comme les one-shots finalement, que maintenant un film de 2h30 c'est beaucoup trop long. Par contre s'enchaîner de 20h jusqu'à 3h du matin, je sais pas combien d'épisodes de séries qui finalement vont faire au moins 3 fois votre film, là ça pose pas de soucis. Moi c'est ça aussi qui me questionne, c'est de me dire est-ce qu'il y a un rapport entre film one shot et série saga? Je ne sais pas, après pas que, parce que les sagas c'est quand même différent, mais en fait il y a eu tout ce truc aussi où déjà les livres ont pris une ampleur depuis le Covid, enfin faut dire ce qui est, hein. Il y a énormément de gens qui se sont mis à la lecture et c'est super, mais il y a aussi ce côté où toujours plus de sagas finalement, est-ce qu'on n'en perd pas l'authenticité de sujets en fait que maintenant on retrouve partout et que du coup on se dit ça traite encore de ça, voilà quoi. Par rapport donc au réseau, on a aussi le côté instantané forcément, par exemple de BookTok, où c'est plus rapide et il faut dire ce qui est maintenant, les gens, je vais pas faire tout un sujet, mais les gens et le portable, voilà. C'est la société de maintenant avec les écrans, c'est quand même beaucoup, enfin très numérique finalement. Et donc j'ai regardé et 47% des acheteurs préfèrent se tourner vers des livres recommandés sur des plateformes. Et donc là ça me questionne aussi sur le fait de comment le livre vient au lecteur finalement. Est-ce que c'est le livre qui vient au lecteur ou le lecteur qui choisit son livre? On en est arrivé à quel stade?
Mais ça, je vous reposerai la question, pareil, plus tard un petit peu dans la vidéo. Et pour dire qu'il y a aussi toujours plus de livres, on a toujours plus de quantité, mais également toujours plus de support. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait que les livres. Maintenant, en termes vraiment de romans, on a les livres, les audios, les livres audio, mais également les livres numériques. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, parce que j'en consomme. Je consomme des livres numériques, je consomme des livres audio, moi j'adore. Vraiment, les livres audio, j'adore. Mais du coup, faut pas oublier ce côté pratique et super, quoi. Mais en même temps, ça questionne sur le fait que, bah voilà, il y a toujours plus de sorties, donc il faut faire plus de support pour qu'on puisse multiplier finalement les écoutes et les lectures. C'est-à-dire que je peux être en train de lire un livre papier, quand je prends le bus, je vais lire un livre numérique, après quand je vais marcher, bah, je vais écouter un audio. Du coup, on va être sur 3 lectures en même temps, donc en une semaine, au lieu de lire un livre papier, je peux lire 3 livres. Donc pour moi, on a aussi ce côté de la consommation, finalement, de j'engrange toujours plus, j'engrange. La moindre minute est consacrée à la consommation, quelque part. Ça me questionne aussi de me dire, oui c'est très bien les livres numériques et les livres audio, vaut mieux ça quelque part que de switcher sur les réseaux. Mais ça me questionne aussi sur, on n'arrive plus finalement à apprendre à s'ennuyer. C'est-à-dire qu'on a 5 minutes, on va se dire, il faut que je fasse quelque chose. Bah je vais lire, je vais écouter mon livre audio ou je vais lire mon livre numérique. Au lieu de se dire, j'ai 5 minutes, mais je me pose et je fais rien. Et donc pour moi, il y a ce côté qui est bien, de la multiplication des supports. Et en même temps, je me dis, est-ce que finalement, c'est pas pour inciter à engranger toujours plus? Après, je me dis, bon, tout s'adapte. C'est-à-dire que forcément, on passe au numérique, donc il fallait passer des livres au numérique. Et moi, je pourrais jamais cracher dessus parce que j'en consomme beaucoup, des livres audio. Mais ça me pose aussi question de me dire, est-ce qu'il n'y a pas toujours plus de sorties? Donc il faut faire plus de supports. Donc, enfin, vous voyez, c'est un peu ce truc de toujours plus, donc ça me pose aussi question finalement. Après, là où je parle vraiment des réseaux sociaux, c'est que pour moi on a une réelle pression, que l'on se met ou pas tout seul, parce qu'il faut dire qu'elle est là, la pression quand même des réseaux sociaux, avec le fait que la pile à lire, mais on en parle de cette pile à lire qui ne fait qu'augmenter. Je crois que je n'ai pas croisé un lecteur vraiment sur les réseaux qui me dit non, moi j'ai une pile à lire de 20 livres et je n'achète pas. Vraiment. Pour moi, il y a toujours des piles à lire mais gargantuesques. Alors, encore une fois, je ne dis pas que c'est pas bien, mais on en arrive à ce point où c'est oh ce livre m'intéresse, hop je le prends, pile à lire. De base on n'était pas censé acheter un livre pour le lire, non. Mais on en est arrivé justement à toujours plus, j'achète un livre, hop, dans la pile à lire, et cette pile à lire finalement qui augmente et qui fait qu'on se met une pression seule finalement à se dire mais j'ai une pile à lire beaucoup trop grande, mais ça va plus, mais machin, et patati et patata, et en même temps je veux tous les lire, et patati, et pour moi en fait la base c'est pas de se dire comment je vais réussir à baisser ma pile à lire, mais comment je vais réussir à baisser ma consommation d'achat de livres, parce que je m'inclus dedans. Regardez, si t'as une pile à lire comme ça, c'est bien que quelque part, t'as pas à acheter autant de livres. Pourquoi t'as autant de livres dans ta pile à lire? Parce que t'as pas assez de temps, entre guillemets, pour lire. Mais avoir une pile à lire de 5 livres, ok, mais avoir une pile à lire comme ça, c'est là aussi où moi je me questionne de me dire à quel moment on s'est dit les livres, on peut les acheter et en faire un stock. Avant c'était vraiment je prends un livre, je l'achète, je le lis, etc. Maintenant on est vraiment sur ce côté deuxième librairie, c'est-à-dire qu'on achète un livre et ensuite hop, on le met là et on vient piocher dans cette mini librairie. Et du coup ça me pose aussi question de comment est-ce qu'on en est venu à se mettre une pression sur quelque chose qu'on a nous-mêmes acheté, parce qu'on voit les autres acheter des nouveaux livres, etc. certes, mais à se dire oh ouais je vais acheter, qui après nous a mis une pression énorme, en se disant mais jamais j'aurai le temps de lire tout ça. Je me pose aussi la question de me dire à quel moment on en est arrivé au point où des gens ont une pile à lire de 500 livres. Je me dis, putain là t'en as pour plus quasiment de 5 ans de lecture. Si on prend déjà une moyenne de 100 livres par an. Déjà, il y en a qui vont dire oui c'est pas beaucoup, je connais des lecteurs qui lisent beaucoup plus, mais 100 livres par an, enfin faut quand même avouer que c'est quand même une moyenne haute, c'est pas la majorité des gens qui lisent 100 livres par an, donc je me dis avoir 500 livres dans sa pile à lire, moi ça me questionne quand même. Et on a perdu aussi ce truc d'attendre, parce que forcément on peut acheter, donc on l'achète, on peut l'avoir en instantané, donc on l'achète, mais on a perdu ce truc de se dire oh ce livre a l'air trop bien, je le note dans ma wishlist, j'attends 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 6 mois, et s'il me plaît toujours autant, je l'achète. Et c'est vrai que, en fait, on a beau se dire oh oui il m'intéresse, même si je le lis pas maintenant, au moins je l'aurai. Oui d'accord, mais si tu le lis pas maintenant, dans tous les cas, dans 6 mois, il sera toujours mis en vente. Dans 3 ans, il sera sûrement toujours mis en vente. Il sera toujours là, le livre, à t'attendre, il sera pas périmé. Donc moi, c'est aussi ce truc qui me pose question de me dire, à vouloir posséder tout de suite et ne plus savoir attendre parce que, forcément, j'ai reçu ça, ça plaît. C'est aussi ça. Où je me dis, est-ce qu'on achète pour nous ou est-ce qu'on achète pour montrer sur les réseaux parce que ça marche de montrer des nouveautés, mine de rien, c'est vrai, ça marche. Et c'est là aussi où je me dis, pour qui on consomme? Est-ce qu'on consomme le livre pour nous ou est-ce qu'on consomme le livre
pour les réseaux. Pour moi, il y a je dirais pas un contrôle sur les genres qu'on lit, mais il faut voir par exemple la romance. Si je prends le cas de la romance, alors si jamais vous ne me connaissez pas vraiment, moi je lis que très peu de romances. C'est-à-dire que new romance, dark romance, etc., pas pour moi. Vraiment, vous n'allez pas en trouver sur ma chaîne. Mais il faut dire que la romance a connu un essor énorme depuis quelques temps où on a vu la new romance se développer, la dark romance, la romantasy. Et moi je trouve que c'est quelque part dommage parce que du coup on veut trouver une romance comme on en trouvait avant, c'est-à-dire un roman contemporain avec une petite romance. Moi parce qu'avant je lisais, il y a 5 ans, quand j'ai commencé vraiment à lire, ou quand je lisais même avant, je lisais du contemporain avec une petite romance. Maintenant ce genre de livre là on le trouve plus. Pour moi dès qu'on veut lire une romance il y a toujours une scène de sexe, il y a toujours un truc en plus où on est obligé de rajouter comme si les gens étaient avides de détails et je trouve ça limite quelque part malsain quand on veut juste une petite romance on va dire mignonne. Et c'est pour ça maintenant on est tout le temps obligé de rajouter ah bah là il y a rien, il y a rien de gore, c'est juste mignonné, il se passe rien et tout, ou alors c'est juste suggéré. On a très peu de romances maintenant comme ça, enfin du moins beaucoup moins qu'avant. Et par contre je trouve que ça c'est dommage. Alors cet essor de la romance, je dis pas que c'est ça qui est dommage, mais ce que je dis qui est dommage c'est que du coup, eh bien on ne trouve plus de fantaisie, voire très peu, ça sort vraiment du commun, de se dire ah bah j'ai trouvé une fantaisie où certes il y a une petite romance, mais c'est pas la majorité. Maintenant, moi je le vois, j'ai lu Crescent City, c'était une urban fantasy. J'ai adoré le tome 1, mais il faut dire qu'il y a quand même des passages où je me dis mais on est obligé de savoir ça. Moi je veux pas savoir ce qu'ils font avec ce qu'ils ont entre les jambes, ça m'intéresse pas, enfin pas dans les détails en tout cas. Et donc à partir du tome 2, la saga a été considérée comme de la romantasy. Et là je me dis non, je voulais une saga d'urban fantasy, elle était bien construite, elle était complexe, etc. Mais pour moi qui a pas envie d'avoir des détails et de la romance en plein cœur de l'histoire, qui surpasse même l'histoire en elle-même, je trouve ça dommage. C'est-à-dire que on a quelque part, c'est là où je reviens sur ce contrôle que je disais, la romance plaît, donc on va faire de la romance partout. Et je me dis, pour les lecteurs de non-romance, moi je le vois, les nouveaux livres ne m'intéressent plus. Parce que combien de fois on voit oh le prince faé, des tropes qui reviennent tout le temps. Je trouve ça un peu dommage aussi parce que on en vient à créer pour une demande. C'est-à-dire, on voit que ça marche, donc on crée pour continuer que ça marche et pour continuer cet essor. Et finalement, nous, si on veut que nos réseaux marchent, on va se dire, je vais présenter de la romance. Mais du coup, à ce moment-là, est-ce qu'on lit pour nous ou est-ce qu'on lit pour que ça marche? Il y a tout ce côté-là aussi qui me questionne vraiment. Mais je dis souvent, ça me questionne, mais c'est vrai, ça me questionne beaucoup, tout ce côté-là de la consommation du livre actuel. Après, il y a une façon de consommer qui a quand même beaucoup changé. Déjà, par rapport à l'augmentation du coût du papier, il faut dire ce qui est. Donc avec l'augmentation de la consommation numérique, c'est-à-dire que l'augmentation du coût du papier font qu'on n'a plus des livres. Avant, je me souviens, un livre broché, c'était 14,95 € et encore. C'était vraiment les... Voilà. Et quand on avait un livre à 17 €, c'était un livre très cher. Maintenant, les livres à 16 €, c'est un livre qui n'est pas cher. Donc on se dit aussi, le livre finalement devient un objet quelque part de luxe. Parce que faut quasiment mettre 20 € dans un livre. Enfin, on s'en rend plus compte, mais 20 € dans un livre, c'est énorme finalement. Après, je ne dis pas que ça les vaut pas, parce qu'il y a tout le travail de l'auteur, de tous les relecteurs, des correcteurs, parfois des traducteurs, de la maison d'édition, du coût du papier, de l'impression, d'en parler sur les réseaux, etc. Je ne dis pas que ça ne les vaut pas, mais il faut quand même se rendre compte que ce coût est quand même un coût assez important. Et donc c'est aussi ça, je pense, qui a fait l'augmentation de la consommation numérique, parce qu'il faut avouer qu'on a quand même l'habitude d'être dans cette immanence du tout de suite maintenant et du je veux plus. C'est-à-dire, t'as ta liseuse, tu peux... Hop, tu veux ce livre-là, tu le télécharges, tu l'as. T'as plus à te déplacer à pied ou en voiture dans ta librairie, à chercher, à machin, à te renseigner. Donc quelque part, on a aussi ce côté où ça va plus vite, donc où cette consommation et cette façon d'aller vers le livre change. Après, je vais aussi aborder très rapidement là le téléphone, c'est-à-dire qu'on a quand même une diminution de la capacité d'attention des gens due au téléphone, et donc peut-être que le numérique, l'écran, ça je sais pas, mais peut-être que l'écran capte mieux. Enfin, on est plus absorbé par un écran que par un livre. Le livre, dès qu'il va y avoir un bruit, hop, on va lever la tête. L'écran, pas forcément. Donc lire en numérique, est-ce que finalement c'est pas s'adapter à toutes ces personnes qui consomment énormément de numérique? Ou est-ce que ça ne fait pas finalement... Enfin, je ne sais pas, mais lire sur son téléphone, là je parle pas d'une liseuse parce que la liseuse c'est encore différent, il y a vraiment un aspect papier quand on regarde, mais pour moi lire sur le téléphone c'est quand même toujours être susceptible de recevoir ces notifications et donc de regarder, mais en même temps de se dire je suis sur mon téléphone donc je ne loupe rien de mes notifications, de mes appels, etc. Alors que sur le livre, je suis peut-être pas assez alerte. Donc il y a cette façon aussi de consommer qui pour moi dépend du numérique et du téléphone et de notre consommation numérique. Pour moi il y a
c'est intrinsèquement lié, je pense, et j'ai pris des chiffres. Dans tous les cas, si vous voulez les sources, je vous mets tout dans la description, mais je vais vous vous afficher des tableaux, etc. qui vous montrent un peu la consommation. Mais on voit que, alors vous allez me dire, oui, il y a 50 ans, forcément, ça n'existait pas. Je suis d'accord, mais du coup, ça me questionne aussi sur, est-ce que c'est pas un petit peu inquiétant, finalement, et est-ce que c'est pour ça que les maisons d'édition font toujours des plus beaux livres, pour essayer de rattraper ce côté de, oui, mais regarde, là, t'as que tes pages en numérique, mais nous, regarde ce qu'on peut t'offrir, on peut t'offrir un magnifique objet, finalement. Il y a quand même aussi, je pense, ce côté de besoin de produire toujours du neuf, car les gens, alors là ça va peut-être être fort ce que je dis, mais les gens se blasent vite, donc il faut faire du neuf, il faut faire des rééditions. Ce livre-là il s'achète plus, on va le rééditer avec un plus beau jaspage, avec une plus belle couverture, avec des dorures, pour que les gens, hop, oh c'est nouveau, on va le racheter, parce que faut dire quand même ce qui est, les livres d'il y a 2 ans, on n'en entend plus parler. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on a quand même des livres qui sont super, mais vu qu'on est maintenant sur quelque chose de toujours du neuf, toujours de l'immanence, toujours plus, et les gens concrètement se blasent vite, faut dire ce qui est. Je pense qu'il y a aussi ce truc de se dire il faut créer toujours plus pour ne pas blaser et ne pas perdre finalement cette personne qui pour le moment s'intéresse à ce qu'on fait. Mais que si on publie plus, et ben voilà, c'est comme sur les réseaux, si on ne publie pas un certain temps, les gens s'en vont de notre compte, il faut dire ce qui est. L'algorithme fait que notre compte tombe dans les oubliettes si on ne publie pas très régulièrement, donc c'est aussi ce côté de produire toujours du neuf. Et comment est-ce qu'on produit toujours du neuf? En montrant des nouveautés, parce que c'est pas ce qu'on voit sur tous les comptes. Sur tous les comptes, voir un classique de la littérature présenté, ça intéresse moins que voir le dernier roman de Tessie ou que sais-je. Là encore, je vais dans les extrêmes, mais ça vous donne au moins une idée de ce que je veux aborder. Et pour conclure avec cette partie-là, je pense que du coup, ça fait qu'on a moins de réelles nouveautés. Comme pour les chansons, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de rockstars, on n'a plus de grandes stars comme dans les années 80, où il y avait des chanteurs et des chanteuses mondialement connus. Dès qu'on parle, ah oui, il a fait un tel, et ou même si on ne connaît pas le nom du chanteur ou de la chanteuse, la musique on l'a forcément entendue. Aujourd'hui, c'est des petits artistes qui se succèdent, et il y a beaucoup de choses qui sont reprises, des sons, des sonorités, il n'y a plus de neuf. Enfin, je pense que ça, c'est un sujet qui a été déjà abordé, vous le savez, vous en avez déjà entendu parler. Mais je pense que c'est un peu la même chose avec la littérature. C'est-à-dire que moi, maintenant, pourquoi je me dirige moins vers les livres neufs, c'est que je me dis tout le temps, ah bah oui, mais ça, j'ai quasiment lu la même chose là-dedans, où en fait, j'ai l'impression que tout se recroise et il n'y a pas vraiment de neuf, parce que forcément, produire toujours plus, forcément, au bout d'un moment, on est toujours quelque part obligé de faire comme un tel. Ça marche, donc je vais le faire, mais du coup, quelque part, c'est pas une réelle nouveauté, étant donné que ça copie. Il y a des nouveautés, mais pour moi je trouve que même il y a 3-4 ans en arrière, quand on avait des nouveautés, elles sortaient du commun. Là je trouve que moins. C'est-à-dire qu'on va lire un livre et on va moins s'en souvenir qu'avant en fait. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc là où moi je suis moins fan maintenant d'acheter des nouveaux livres parce que j'ai tout le temps peur d'être déçue. Et je trouve ça vraiment dommage. Ce qui nous amène maintenant à ma 3e partie que j'ai nommée mon rapport avec la littérature. Là on va passer assez rapidement parce que j'ai quand même plus ou moins déjà un petit peu détaillé avant. Mais moi avant je lisais pas mal de contemporains et de romance. Et ce qui m'a vraiment fait changer, c'est le livre d'Alexiane de Lys que j'ai pu lire et qui là m'a ouvert les portes de l'imaginaire, alors que j'étais persuadée que l'imaginaire c'était pas du tout pour moi. Alors qu'aujourd'hui quand vous voyez ce que je lis, il y a du contemporain, mais il y a du contemporain et du fantasy fantastique. C'est-à-dire que je pense que même si je n'avais pas lu le livre d'Alexiane de Lys, je n'aurais pas continué à lire de la romance à l'heure actuelle parce que c'est pas du tout ce que je recherchais. Alors après, est-ce que c'est la raison pour laquelle je ne lis plus de romance parce que la romance d'aujourd'hui ne me convient plus? Non, parce que ça dépend de l'âge, de la période de vie, de nos lectures, il y a tout qui influence en fait, donc on peut pas dire 5 ans auparavant, à tel âge, la romance de Tessie, j'en avais lu, est-ce que ça m'aurait plu? Je ne sais pas. J'étais pas du tout dans la même situation que maintenant. Si je prends un exemple vraiment concret, on a Moitié d'âme que j'ai pu lire en 2020. Et en 2024, j'ai pu lire le livre qui refusait de brûler le tome 1. Pourquoi est-ce que je compare ces deux livres? Parce que pour moi, c'est de la fantaisie adulte complexe, avec 2 tomes 1, pour le coup, les deux, avec des sujets qui sortent de l'ordinaire, et vraiment une fantaisie qui pour moi est sortie, autant l'un que l'autre, des autres fantaisies que je peux lire. Et ben pourtant, j'ai pas les mêmes souvenirs. C'est-à-dire que Moitié d'âme, j'ai pu le lire, je l'ai lu en 2 mois. Mais pour vous dire, mes souvenirs sont quasiment intacts. Et j'ai aussi une très forte valeur sentimentale par rapport à ce livre parce qu'il m'a accompagnée lors d'une certaine période de vie, donc j'ai plein de souvenirs de rattacher à ce livre. Mais pour l'histoire en elle-même, j'ai plein de souvenirs. Vraiment, je crois que je pourrais lire le tome 2 maintenant sans relire le tome 1. Par contre, pour le livre qui refusait de brûler, ça doit faire 1 an, voire moins d'1 an que je l'ai lu, et alors là,
Oui, j'ai des souvenirs, mais j'ai pas envie de lire le tome 2. Je ne lirai pas le tome 2 parce que... Alors, oui, c'était bien, mais en fait, je l'ai lu en lecture commune avec Rêve ta vie en lecteur, donc Louise. Je rejette absolument pas la faute ni rien, mais il n'y a pas lieu, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai participé à la lecture commune qui était de lire 50 pages par jour. C'est un livre qui est dense. Et là, je me suis fait le truc toute seule, hein. C'est-à-dire que j'ai dit oui, je vais faire cette lecture commune. Et en fait, j'ai passé je ne sais combien de temps à le lire, à quasiment me forcer pour être à jour, pour lire avec les gens, alors que en soi, il y avait des salons de la page temps à la page temps sur Discord, donc j'aurais pu y participer même quelques jours après. Mais je voulais maintenir ce rythme, je me suis imposé ce rythme, qui fait qu'en fait, ma lecture, je l'ai pas appréciée. Et donc, j'ai pas envie de lire le tome 2. Et donc là, ça me pose aussi question quand j'y pense sur la consommation des livres maintenant. Pour qui est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on lit pour nous ou est-ce qu'on lit pour en parler, pour participer, pour quelque part faire ce lien social? Ça me questionne aussi et je le vois et c'est quelque chose que j'ai envie de remettre en cause dans ma manière de fonctionner à moi parce que je me rends compte que lire 50 pages par jour d'un livre comme ça, c'était pas logique de faire ça par rapport au rythme que j'avais à ce moment-là. C'était... En fait, je me forçais à lire parce que c'était une lecture commune. Mais à quel moment on se force à lire déjà? Déjà, à quel moment on se force à lire? Vraiment, cette phrase, je me dis, on en est venu quand même à ça. Donc là, je parle toujours, moi, de mon expérience, c'est que je trouve que c'est dommage, on a trop de sorties. Alors, je peux pas dire j'aimerais qu'il y en ait moins parce que tout le monde doit avoir sa place. Chaque auteur, chaque maison d'édition, et franchement, je trouve que c'est super qu'il y ait plein d'auteurs, etc., qui s'y mettent. Mais je trouve que du coup, on est plus susceptible d'acheter pour mettre dans notre pile à lire, déjà, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Mais également, je trouve que du coup, on est inondé et qu'on n'a plus le temps. Parce qu'on se dit j'ai déjà tout ça dans ma pile à lire, donc on n'a plus le temps d'aller à la rencontre des livres, c'est-à-dire qu'on n'a plus le temps d'aller farfouiller dans les librairies, on n'a plus le temps d'aller dans les brocantes, on n'a plus le temps de tomber sur un livre en librairie dont on n'a pas entendu parler sur les réseaux et de se dire oh, là c'est une rencontre, il me donne envie, j'en ai entendu parler nulle part. Enfin avant c'est comme ça qu'on rencontrait un livre, maintenant on les rencontre avant tout sur les réseaux sociaux et ensuite on va les piocher sur internet pour la plupart. Donc je trouve qu'on n'a plus du tout les mêmes rencontres et on n'a plus l'occasion d'aller à la rencontre du livre. Moi ce que je trouve aussi dommage c'est que, et là encore une fois ce n'est que mon point de vue, c'est qu'on a beaucoup de tropes, de schémas narratifs qui se répètent. Comme je vous disais, la new romance. Combien de fois j'ai entendu c'est un enemies to lovers, c'est le prince faé, c'est des complots politiques, des machins. En fait combien de fois j'entends ça dans chaque vidéo et moi bah c'est dommage mais je suis là et en fait il y en a plein où qui disent ah moi un prince faé il m'en faut pas plus, ça me donne envie. Moi vraiment il ne m'en faut pas plus. Au revoir le livre, vraiment je ne veux pas le lire et je trouve ça dommage en fait qu'on en vienne à ne plus pouvoir entendre parler de certains livres parce que on a des schémas narratifs qui se répètent et se répètent et se répètent et pourtant on peut pas aller outre finalement parce qu'avec la quantité de livres qui sortent aujourd'hui bah on peut pas faire toujours du neuf et du hop je te fais quelque chose dont t'as jamais entendu parler. C'est pas possible. Et c'est là aussi où je veux revenir que moi-même, hein, je suis dedans, c'est-à-dire que la cozy fantasy, ça a pris un essor depuis un peu plus d'1 an, où justement la cozy fantasy plaît énormément. Et moi-même, j'ai lu Les gens délatés, là j'ai acheté la librairie, la petite librairie des sortilèges, ou je sais plus exactement le titre, mais voilà. Parce que j'aime lire aussi, j'aime aussi lire ça, mais est-ce que justement, en fait, à sortir plein de livres comme ça et à se jeter sur la moindre cozy fantasy, on va pas finir par s'en lasser au point de plus en entendre parler, pour après que ça crée un autre genre littéraire. Enfin, je trouve que c'est dommage d'en arriver, et même moi je me rends compte de me dire oh c'est de la cozy fantasy, ça parle de ça, il m'en faut pas plus. Je me dis on a quand même baissé nos critères à juste quelques mots-clés pour nous donner envie de se laisser tenter par cette lecture. Et moi-même ça me questionne parce que je suis comme ça, hein. Là j'ai entendu cozy fantasy, ça parle de rouler à la cannelle, elle aime plus les livres que les gens, mais je me dis on sait que ça sur un livre et on se lance. Alors que finalement, ça se trouve, c'est 1% du livre. Et même si après on entend plein d'avis positifs, je me dis on en est quand même rendu à attendre d'avoir des avis des gens. En fait, on se dit pas je vais me faire mon propre avis, c'est j'attends de savoir ce que les gens en pensent et de savoir si les gens jugent que ce livre est bien pour que moi je le trouve bien ou pas. C'est étrange. C'est étrange. Et le fait qu'il y ait aussi peu de livres qui sortent du lot, ça me pose la question de est-ce que c'est une peur de l'inconnu par rapport à l'auteur? Est-ce que c'est le fait de vouloir rester dans un cocon, de savoir que cette niche-là marche bien? Et donc, la grande question un peu qui m'est venue, c'est est-ce que l'auteur écrit pour partager son univers et se créer son lectorat, ou est-ce qu'il écrit maintenant pour répondre à une demande de masse actuelle? Ce que je trouve aussi dommage, c'est qu'on a quand même beaucoup de comparaisons. On a beau dire oui, tous les genres littéraires ont leur place, etc. Faut dire ce qui est, on a quand même une comparaison entre les genres, notamment la romance vs le classique. Combien de personnes lisent et du classique et de la new romance ou de la dark romance, et combien de... enfin inversement. Mais comme la jeunesse et la fantaisie adulte, combien de fois moi je lis de la jeunesse, ah bah tu lis pas vraiment des livres alors, bah
Si, en fait. Ou ah bah je lis de la fantaisie adulte, ah bah excuse-moi, ou comme je lis des classiques, ah bah excuse-moi, tu lis des classiques. Donc je trouve qu'il y a aussi tout ce côté déjà de comparaison, de savoir pour qui on lit, pourquoi on lit, pour qui on écrit en tant qu'auteur. Est-ce qu'on écrit parce qu'on a envie de partager son histoire ou est-ce qu'on écrit pour plaire en fonction d'une demande actuelle? Il y a trop de questions qui se posent dans ma tête. Et donc on va terminer avec la dernière catégorie dont, enfin mon dernier point dont je voulais vous parler, c'est le neuf vs l'occasion. Alors pour terminer avec cette dernière partie, donc les livres neufs et les livres d'occasion, pour moi il y a deux écoles. Il y a les gens qui ne jurent que par le neuf, pour avoir encore une fois ce côté de la beauté du livre, et ces gens qui se disent moi je veux juste lire en fait. Je veux juste lire pour moi. Alors, les deux peuvent se mélanger. Par exemple, je vais vous montrer deux livres pour vous parler de ça. Sous la porte qui chuchote, qui est relié, hardback, etc. Tout ce que vous voulez avec... voilà, il n'y a pas le jaspage parce que c'était pas encore vraiment à la mode. Mais par exemple, si je prends le même de l'auteur Dans la vie des pantins, là, il y a du jaspage. Et à côté de ça, je vous prends Juliette, que j'ai pris à Emmaüs, et qui a le dos complètement cassé. Ne criez pas, c'est pas moi qui l'ai cassé. Mais vous voyez, on a quand même ce côté qui fait mal au cœur quand on le voit. Et ben moi, finalement, je ressens quand même une certaine liberté avec ce livre que je ne ressens pas avec un livre neuf, avec un dos qui est neuf. Je vais vous expliquer. Pour reprendre un peu depuis le début par rapport à ce que je voulais vous parler, donc neuf vs occasion, déjà le premier point, c'est qu'on a le côté pécunier. Un livre neuf, par exemple, 24,90 € pour celui-ci. Encore une fois, on ne peut pas comparer non plus, mais pour vous donner une idée. On a ça, et à côté de ça, celui-ci, j'ai dû le prendre à Emmaüs. C'était les 3 formats brochés pour 1 €. Ce qui fait environ le livre à 30 centimes, 35 centimes. Environ, 33 centimes, on va dire. Vous voyez quand même la différence. 33 centimes, 25 €. Voilà. Donc pour moi, il y a aussi cette question de t'es riche ou tu ne l'es pas. Alors là, pareil, vous allez me dire non mais c'est pas ça et tout. Mais c'est pour donner une idée d'ensemble. Si on n'a que des livres d'occasion, est-ce que finalement les gens vont vouloir cliquer sur notre vidéo s'ils voient derrière que des vieux livres d'occasion ou s'il y a des livres comme ça dans la bibliothèque? Je pense qu'il y a quand même une réponse à apporter. C'est-à-dire que si on n'a que des nouveaux livres avec des superbes dos, des superbes jaspages, etc., ça attire quand même plus l'œil qu'un livre plus abîmé ou plus vieux. Et pourtant, celui-ci, rapidement, a été une claque, mais un des coups de cœur que j'ai un énorme coup de cœur parce que ça a été une superbe surprise. Et pour le coup, celui-ci a été réellement une rencontre. C'est-à-dire que j'en ai jamais entendu parler. Je farfouillais à Emmaüs, je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas, et je l'ai lu, j'ai adoré, vraiment. Mais bon, tout ça pour dire que déjà il y a le côté pécunier. C'est-à-dire que, imaginez-vous combien de livres j'aurais pu m'acheter avec les 25 € de Sous la porte qui chuchote. Vraiment, j'aurais pu m'acheter, eh bien 25 x 3, on est à 50, on est à 75 livres. Ça, 75 livres chez Emmaüs. Franchement. En tout cas, il y a aussi le côté de coût, ça coûte moins cher, j'en achète plus. Faut aussi se poser la question. Mais en tout cas, on a également, comme je vous dis, le fait de tomber sur une pépite où là, en occasion, on a quand même plus la possibilité de faire des rencontres de livres dont on n'a pas entendu parler. Alors que quand on va en grande surface ou même en librairie, il y a souvent les livres qu'on a entendus sur tous les réseaux mis en avant. Faut dire ce qui est parce que voilà, c'est vendeur et on peut pas leur en vouloir au magasin. C'est leur but aussi de vendre leurs livres. Mais du coup, on a aussi le côté esthétique. Le livre il est abîmé, donc et finalement est-ce qu'on le veut dans notre bibliothèque? Mais pour moi ça me pose aussi une autre question, c'est l'appropriation du livre. Parce que concrètement un livre neuf, je vais reprendre celui-ci, je l'ai lu, je le tenais comme ça, c'est-à-dire qu'on veut pas casser le dos, sûrement pas. Et du coup on veut pas l'annoter, on veut pas le corner non plus. Donc quelque part, est-ce qu'on peut vraiment se l'approprier? Parce qu'en fait quelque part on ne laisse pas du tout notre trace. Et ce livre, on se dit c'est comme s'il était neuf. Bon, sauf que là il est un peu décoloré. Mais hormis ça, c'est comme s'il était un petit peu neuf finalement. Alors que lui, je l'ai acheté, il était dans cet état. Il a le dos cassé à 3 reprises. J'ai pu le lire, j'étais comme ça, vraiment, je le lisais, j'étais comme ça, j'avais pas peur d'appuyer sur les pages, j'avais pas peur vraiment de si j'avais un endroit qui me plaisait de mettre un coup de crayon de papier ou autre, enfin j'avais pas peur de vraiment m'approprier cette lecture, de vraiment le tenir comme ça, de le poser, d'aller faire autre chose, de revenir, et je pense du coup que quelque part les livres d'occasion qui sont un peu abîmés, après je dis pas qu'il faut non plus balancer son livre dans un mur et le déchirer, etc. Mais pour moi du coup un livre qui porte quelques marques de ses lecteurs, c'est un livre aussi qui a une âme. Parce que avoir que des livres neufs, est-ce qu'on n'en vient pas à avoir un objet intouchable finalement? Alors que là on se dit il a déjà été lu, il a été lu, peut-être qu'il sera lu encore par d'autres personnes par la suite. Et du coup il a une âme, il a quelque part un passage de chacun de ses lecteurs, et ça veut dire que s'il est marqué, son histoire a marqué les lecteurs parce qu'on l'a lu, parce qu'on a été aux côtés des personnages. Et donc pour moi il y a aussi tout ce côté où est-ce que finalement maintenant
on garde une certaine distance en se disant de toute façon faut pas trop que je m'imprègne de toi parce qu'il y en a plein d'autres après à découvrir. Alors que finalement les livres neufs on n'ose plus trop les abîmer, alors qu'un livre pour moi qui a un dos cassé, enfin avant c'est pas quelque chose qu'on prêtait autant attention aux livres. Alors moi j'ai aussi cet argument de me dire pour moi j'ai pas envie d'abîmer les livres si je les revends. On en vient aussi à ce truc de les gens ne veulent plus acheter de livres abîmés. Parce que si tu vends pas ton livre, c'est que quelqu'un ne veut pas l'acheter. Alors que je me dis, mais un livre qui a déjà été lu, tu peux pas demander à ce qu'il soit neuf. Si tu veux que ton livre soit neuf, en état neuf, tu vas l'acheter dans un magasin. Mais non, pourtant, même moi, hein, quand j'achète un livre, je vais pas acheter un livre tout abîmé et tout, alors qu'il est à 10 €. Par exemple, si je prends l'application Vinted, je vais aller au plus en bon état. Ça me semble logique. Parce que Vinted, on a quand même ce choix de catalogue, quelque part. C'est-à-dire qu'on va mettre le titre et on va voir tous les gens qui vendent ce livre. Alors qu'en brocante, on va juste trouver le livre, on va se dire je sais pas si j'aurai encore l'occasion de te rencontrer toi. Je te prends. Donc vous voyez aussi ce côté où on a tellement eu le choix et on a tellement le choix qu'on en devient tellement sélectif que du coup, est-ce qu'on n'en vient plus à vouloir ce livre parce que c'est cette histoire-là que je veux découvrir, mais ce livre parce que esthétiquement, il est nickel. En fait, est-ce que c'est ce livre en tant que cette histoire ou ce livre en tant qu'objet livre? Et du coup, je vais conclure c'est non. Avec une petite phrase qui du coup est une question que je vous pose, que je me pose et qui résume un peu cette vidéo qui est assez longue. C'est que je me pose la question maintenant de savoir est-ce que déjà on achète un livre parce qu'il est neuf et parce qu'on en a entendu parler sur les réseaux, ou est-ce qu'on achète un livre parce qu'on l'a trouvé et qu'on l'a voulu? Est-ce que vous voyez la différence? Je pense que maintenant moi je me pose la question de est-ce qu'un lecteur est vraiment actif ou passif de ses achats, mais également de ses lectures? Et c'est une question que je vous pose et que je vous invite à débattre, que ce soit autour de vous, à vous-même, ou même en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être amené des sujets pour vous interroger, ou juste vous aura fait prendre un peu de recul sur la consommation. Et même si vous êtes plutôt d'accord ou pas du tout d'accord, vraiment je me posais cette question et j'avais envie de vous la partager. En tout cas, je suis très contente d'avoir pu faire cette vidéo qui m'a pris énormément de temps, autant à préparer, à me poser les questions, à rassembler mes idées, à faire les recherches, qu'à filmer, franchement. Et pour le monteur, bon courage parce que la vidéo va être très longue. Mais en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo quand même qui change du quotidien de ce que je peux vous présenter, mais c'est aussi pour ça que j'ai envie de continuer de vous parler de livres, pour parfois ne pas que parler de livres, mais aussi d'idées et de questionnements qu'on peut se poser. Et en tout cas, je m'arrête là, c'est assez long. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!